C'est incroyable. J'ai souvent entendu aussi parler de AAV, j'en ai quelques-uns dans mon portefeuille, mais j'avais jamais forcément compris le fonctionnement en détail et je pense que j'étais pas forcément le seul. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à nous dire en plus sur comment tu vois un petit peu le futur en termes d'expansion d'Ethereum ou d'autres blockchains? Est-ce que tu vois plutôt un futur euh, multi-chain ou est-ce que ce sera Ethereum qui va finalement reprendre le dessus et qui par son adoption qui est déjà extraordinaire. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu, je pense qu'on les a tous vus, les images de SauceBuy aux mises en enchères. Ouais, Ouais, les incroyable. premières enchères où les gens achetaient avec de l'Ethereum. Ou est-ce que justement tu penses que Ethereum est tellement adopté et tellement loin en termes d'adoption aujourd'hui que ça va être finalement la blockchain du futur et que les autres seront là mais resteront mineurs? Ouais, je suis plutôt partisan en effet que Ethereum restera la principale utilisée, mais que les autres ne seront pas loin. Je pense vraiment, comme j'ai dit, que ce sera un futur multi-chain, qu'il n'y aura pas une blockchain qui prendra tout le gâteau. Il y a de la place pour tout le monde. Donc ouais, en fait, il y a plein de blockchains super intéressantes là, qui sont arrivées récemment, Solana, Avalanche, Phantom, Harmony, etc. Donc bah, c'est super pour l'écosystème, hein. Ça continue de se développer, ça attire de nouvelles personnes petit à petit. Est-ce Donc voilà, c'est pas un jeu à somme nulle, Est-ce quoi. que Tout le monde y finalement gagne. ça participe pas aussi un petit peu à la complexification de l'écosystème en soi pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose et qui arrive là-dedans, admettons qu'on arrive à un tel point de démocratisation que presque tout le monde utilise la crypto, et de voir qu'il y a autant de blockchains, autant de moyens de faire telle transaction, que pour telle transaction il faudra utiliser telle blockchain plutôt qu'une autre, est-ce que c'est pas un facteur de complexification et que il va nécessairement falloir simplifier tout ça pour que ce soit réellement bien adopté plus tard? C'est clair que pour l'instant, c'est très très compliqué. C'est pour ça que on peut dire ce qu'on veut, mais j'aime bien le projet Elrond, même si techniquement, bon, il y a des failles, etc. Mais ils sont tournés vers l'utilisateur final en fait, et c'est vraiment de simplifier le chemin pour accéder à la DeFi, etc. Donc ça, je pense que c'est une approche plutôt intéressante et bah, clairement, si on veut arriver à la démocratisation, il faut simplifier, il faut qu'on puisse utiliser la blockchain sans s'en rendre compte. Ça arrive petit à petit avec les NFT, tout ce qui est les play to earn, etc. Par exemple, Sorare, le jeu de foot, je connais des gens qui sont fans de foot et qui l'utilisent, mais ils savaient pas vraiment que ça fonctionnait sur la blockchain Ethereum, que depuis c'était développé sur Starknet pour payer moins de frais, etc., quoi. Donc petit à petit, c'est clair qu'il faut travailler sur intégrer la blockchain dans nos vies courantes sans qu'on s'en rende compte, comme Internet à ses débuts en fait, hein, parce qu'au au tout début c'était très compliqué, maintenant on utilise Internet, c'est complètement logique, c'est complètement normal pour tout le monde. Donc ouais, il y a une phase, l'adoption passera par une Ouais, simplification. en fait, c'est ça, il faut qu'on soit qu'on utilise la blockchain sans même s'en rendre compte et même utiliser différentes blockchains pour différents types de transactions sans même s'en rendre compte finalement. C'est un peu ça le but. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu une question tout à l'heure sur ETH 2.0, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Alors qu'est-ce que c'est ETH 2.0? Donc c'est pas une solution de scaling, c'est pas une solution qui va vraiment réduire les frais, c'est pas ça. En fait, ETH 2.0, c'est le passage de la blockchain en proof of stake, donc comme Bitcoin avec des mineurs qui valident des transactions, à une blockchain en proof of stake, donc preuve d'enjeu, où là, c'est les utilisateurs d'Ethereum qui vont donc stacker, c'est là le stacking, euh, leurs Ethers pour faire tourner des nœuds qui valideront les transactions. Et donc, la grosse plus-value de ça, c'est que déjà dans un premier temps, en fait, les mineurs aujourd'hui, ils sont rémunérés de deux façons, avec les gas fees qu'on paye, donc c'est-à-dire que quand on fait une transaction, on paye des frais pour que la transaction passe le plus vite possible. Et ces frais donc, sont collectés par les mineurs
Et en ce moment, ils se gavent parce qu'il y a beaucoup de transactions et chacun veut passer sa transaction le plus vite possible. Donc en fait, c'est des enchères. Après, quelqu'un accepte de payer 100 euros, l'autre 101, 102, etc. Donc ça monte. Et les mineurs d'Ethereum font beaucoup d'argent en ce moment. Et la deuxième façon de rémunération, c'est comme pour Bitcoin, quand on résout les calculs et qu'on arrive à ajouter le bloc, il y a 2 ETH qui nous sont offerts. Et ces 2 ETH, c'est de l'inflation. Donc c'est ça les principales critiques d'Ethereum aussi sur le plan monétaire, c'est qu'il y a de l'inflation pour le monde. Il y a environ 6% d'inflation par an. Donc qui sont l'inflation se fait donc par les 2 ETH qui sont délivrés à chaque bloc. Mais avec le passage en Proof of Stake, il n'y aura plus besoin de rémunérer ces mineurs. On rémunérera seulement les gens qui stackent leur ETH. Et là, il y aura une inflation que de 0,25%, donc beaucoup moins que les 6% à l'heure actuelle. Et on ajoute à cette inflation de 0,25%, en fait, depuis le mois d'août, vous avez peut-être vu passer, on burn des ETH. C'est-à-dire qu'à chaque transaction, il y a une petite partie d'ETH qui est brûlée à tout jamais, qui va sur une adresse dont personne n'a accès, etc. Donc on va passer petit à petit à un mécanisme de déflation, parce que plus il y aura de transactions sur Ethereum, plus il y aura de TH brûlées, et donc l'offre de jetons va diminuer en fait. Donc ça c'est raréfaction du token. Je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes pour en acheter, le prix peut en profiter. Et du coup l'intérêt du Proof of Stake en fait, comparé au Proof of Work, déjà le mining, c'est pas du tout. Ouais, non, je disais le mining, c'est pas du tout écologique. Et par contre, le Proof of Stake, en fait, ça va permettre de réduire comment dirais-je, la pollution de 99%. Donc c'est énorme, c'est beaucoup moins énergivore. Donc c'est une des gros avantages du Proof of Stake par rapport au Proof of Work. Et également, en fait, l'industrie du minage, c'est une industrie qui tend... En fait, il y a beaucoup d'économies d'échelle dedans. C'est-à-dire que les plus gros acteurs, ils vont devenir de plus en plus gros. Et c'est complètement contraire à l'esprit blockchain, l'esprit décentralisation, etc. Donc c'est le deuxième point, en fait, qui a poussé Ethereum à passer en Proof of Stake, c'est éviter une centralisation où il y a des groupes de mineurs qui détiennent 10% de la puissance de calcul, etc. Ça, c'était vraiment quelque chose que la team d'Ethereum ne voulait pas. Et tu penses qu'à terme, on arrivera à un futur où on n'aura plus besoin de mineurs? Bitcoin restera en Proof of Work, donc il y aura toujours des mineurs. Par contre, actuellement sur Ethereum, là en fait on est en ETH 1.5 si on peut dire, parce que il y a les 2 blockchains, donc la blockchain Proof of Work et Proof of La Proof of Stake, elle a été lancée il y a quasiment 1 an, jour pour jour. Et en fait, pour l'instant, le but c'est d'implémenter petit à petit, de faire passer quelques transactions sur Proof of Stake. Mais le gros événement qui va tout changer, c'est ce qu'on appelle the merge, donc la fusion. Alors ça, la date, c'est un des problèmes d'Ethereum, de la team Ethereum, de tous ceux qui construisent, c'est qu'il y a tout le temps du retard. Donc à la base, ça devait être en 2019, après 2020, 2021, et maintenant on espère 2022. Normalement, ça devrait se faire 2022. Et donc on va pouvoir passer après le merge complètement au Proof of Stake. Là, ça va changer beaucoup de choses en fait d'un point de vue technique. Mais d'un point de vue utilisation, pas grand-chose. Et ça aura pas de répercussions sur les frais? Très faible répercussion. En fait, ce qui va vraiment avoir un effet, c'est le déploiement des Layer 2 et des sidechains, quoi. Bah écoute, je pense qu'on a déjà été bien en profondeur. On a été plus technique que sur le Bitcoin, mais en même temps c'est un petit peu normal. C'est des
des blockchains complètement différentes. On va passer aux questions. Ouais. J'aurais une question de Zach. Vas-y. Ouais, justement. Zach qui a entendu parler d'un London Fork sur Ethereum. C'est pas un London Fork, c'est la mise à jour London. Donc elle a eu lieu fin juillet, début, je sais plus exactement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi appelé l'EIP 1559. Et c'est ça qui a permis de mettre le mécanisme déflationnaire, donc où on brûle de l'ETH à chaque transaction. Et également l'autre point positif de cette EIP, c'est qu'il y a une meilleure prévisibilité dans les frais qu'on va payer. En fait, d'une minute à l'autre, les écarts du prix du gaz est inférieur à celui qu'on avait avant l'EIP 1559. EIP, c'est Ethereum Improvement Proposal, donc c'est-à-dire que c'est la communauté qui propose des idées pour améliorer le réseau Ethereum. Et après, il y a des votes et les développeurs décident de travailler dessus ou non pour l'implémenter à la blockchain.